Salut Booktube! Comme promis, lorsque j'ai fait le bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge, j'arrive maintenant pour faire mon bilan du mois de novembre. Et si vous avez vu les livres dont j'ai parlé dans mon bilan, vous devriez savoir un petit peu de quel livre je vais parler dans ces deux vidéos, parce que encore une fois j'ai lu 7 romans et je trouve que ça fait un petit peu trop pour une seule vidéo. Elle va faire 40 minutes, personne n'a envie de ça, donc je préfère la découper en deux. De façon un petit peu arbitraire, j'ai décidé pour cette vidéo de parler de tous les livres francophones que j'ai lus parce que ce mois a été assez riche en livres du Cocorico Challenge. Je vous rappelle donc le Cocorico Challenge, c'est un challenge qui allait jusque fin novembre pour lire de la fantasy francophone et donc j'ai lu 4 livres de fantasy francophone qui étaient donc dans ce Cocorico Challenge. La deuxième partie de mes dernières lectures arrivera très prochainement et je ferai également une partie dernière lecture graphique de octobre et novembre parce que pour le coup, en combinant les deux mois, j'ai assez de livres dont je voudrais vous parler. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Et le premier livre que j'ai lu ce mois-ci était La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions HSN. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Hugo qui va se retrouver plongé dans son passé suite à la mort de ses parents. Il doit revenir dans son village natal duquel il est parti il y a 20 ans puisqu'il a quitté ses parents qui le maltraitaient. En fait, il était parti dans la forêt avec des amis pour trouver celle qu'on appelle la princesse au visage de nuit, qui est un conte local, pour qu'elle leur accorde un vœu, et son vœu c'était de quitter ses parents abusifs. Sauf que personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Hugo ne se souvient de rien, mais les autres enfants sont morts et lui seul a été retrouvé au bord d'une route et il a ensuite été placé dans des familles d'accueil. Et là, il va devoir revenir dans son village puisque ses parents sont décédés et en réalité, les policiers pensent qu'il s'agit d'un meurtre et donc il va se retrouver dans les suspects. Il va devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, aussi bien pour lui-même que pour s'innocenter. Peut-être que c'est ma faute de ne pas avoir lu le résumé avec assez d'attention, mais je trouve en même temps que le résumé est pas forcément hyper bien fait et comme le titre, puisque je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fantasmagorique, beaucoup plus onirique, avec une plus grande importance de la princesse au visage de nuit, puisque en fait dans le résumé et avec l'ambiance qui est suggérée dans le livre, on a un petit peu tout ce côté mystérieux, fantastique, des choses qui arrivent que l'on n'explique pas. Alors certes c'est une partie du livre mais pour moi c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment au second plan et pour moi c'est vraiment pas le cœur du récit et j'ai pas retrouvé ce que je voulais en fait dans ce livre. C'est pour ça que j'ai été un petit peu perturbée, un petit peu déçue par ce livre parce que ce n'est pas du tout ce que j'attendais. J'attendais vraiment quelque chose d'onirique, de fantastique, d'un peu creepy, parfait pour la saison proche d'Halloween. Mais en fait c'était vraiment une histoire de crime, une enquête assez classique avec quelques petits éléments fantastiques par-ci par-là mais qui ne viennent pas habiter le livre, qui ne viennent pas englober l'ambiance, contrairement à un autre livre dont je reparlerai juste après que j'ai lu aussi ce mois-ci. Donc là voilà, on n'avait pas cette ambiance, en fait c'était vraiment des petites touches par-ci par-là mais qui ne venaient pas colorer le texte et finalement du coup l'enquête manque un petit peu d'intérêt je trouve. En fait il n'y a pas vraiment d'enjeu à part le fait d'innocenter Hugo puisque on sait très bien qu'Hugo n'a pas tué ses parents puisqu'il ne les a jamais revus et que nous on le sait dès le début, hein, ça c'est pas un spoil ou quoi que ce soit, de toute façon il n'y a pas de spoil évidemment. Et que finalement en fait ses parents ils sont moques, enfin c'était des connards absolus, ils le battaient et il est parti depuis plus de 20 ans et donc en fait ses parents il en a un peu rien à faire. Ça lui a laissé des traumas et tout ça mais le fait qu'il soit mort ne l'affecte pas plus que ça et donc finalement les enjeux de trouver qui l'a fait à part pour innocenter Hugo, bah il n'y a pas grand chose quoi et du coup on a un peu du mal à se projeter dans ces enjeux là. Le côté fantastique qui est encore une fois très léger mais vient quand même gêner la réflexion puisque forcément il y a un côté qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas expliquer. Donc en fait nous on sait très bien dans certains côtés qu'on ne pourra pas comprendre ce qui s'est passé tout seul. Ce qui est un petit peu le principe d'un whodunit, d'une histoire d'enquête. Normalement les indices sont laissés dans le livre pour que le lecteur, s'il réfléchit assez, puisse comprendre lui-même ce qui se passe. Là c'est pas vraiment possible, enfin c'est clairement pas possible parce qu'il y a des éléments fantastiques. Et du coup en fait je trouve qu'on a un petit peu l'inconvénient des deux, c'est-à-dire qu'on a le problème du fait qu'on puisse pas comprendre mais en même temps le fantastique donne pas le ton du récit. Donc je trouve qu'on a un petit peu l'inconvénient des deux et c'est ça qui m'a un petit peu gênée.
Après, l'histoire s'enchaîne très bien, ça se lit hyper facilement et on est quand même pris dans les rebondissements, dans l'enquête, dans les différents suspects. Ça, y a pas de souci, ça marche très bien. Je suis pas une lectrice de polar très réfléchie, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer à tout prix de trouver qui a fait le truc parce que je sais que souvent je trouve pas. Je suis plus une lectrice passive. Et donc là ça ne m'a pas dérangée parce que moi de toute façon j'essayais pas de trouver, donc je m'en fiche un petit peu. Après voilà, ça contre un petit peu les principes du genre du crime. Mais moi ça m'a pas dérangée, je me suis laissée prendre au jeu quand même. Même si voilà, les enjeux, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher au début. Et j'ai pas été hyper fan des personnages non plus. Et notamment les amis de Hugo, j'ai trouvé que c'était vraiment un groupe d'amis très beauf. Enfin avec des réflexions qui dépassaient pas le niveau 5e alors qu'ils ont 25 et quelques années. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi des étudiants qui passent leur vie dans le bar à boire, à se bourrer la gueule. Enfin voilà, ça va pas beaucoup plus haut que ça. Après, c'est pas irréaliste puisqu'il y a des gens qui sont comme ça et qui sont comme ça presque toute leur vie finalement. Mais voilà, c'est pas des personnages avec qui je vais connecter, c'est pas des personnages qui vont me toucher particulièrement. Surtout que les personnages secondaires sont vraiment pas très bien développés, ils sont très lambda, ils sont peu caractérisés j'ai trouvé. Et il y a certaines intrigues, il y a des sous-intrigues avec les personnages secondaires. Et je trouve qu'elles sont un peu survolées. En fait on se demande un petit peu quel est l'intérêt de nous parler de ça deux fois, de choses qui sont importantes. Je parle vraiment d'un arc narratif qui est important et dont on ne va parler que une ou deux fois et après ne plus le mentionner, ne pas avoir l'aboutissement en fait. Et du coup je trouve que c'est un petit peu un manque de ne pas avoir cet aboutissement et d'avoir une visibilité sur où le personnage va aller. J'ai eu quand même des soucis avec ce livre. Après comme je l'ai dit, ça se lit très bien, l'histoire est prenante, la plume se dévore toute seule franchement. La façon d'écrire de David Brie est hyper sympa, ça se lit très facilement. Mais voilà, je pense aussi que c'était vraiment pas ce que j'en attendais. Peut-être que le résumé est pas forcément le plus adapté pour ce qu'on va trouver dans le livre. Il y a pas mal de problèmes pour moi. Beaucoup viennent de ma préconception du livre aussi. Mais voilà, des choses que j'ai trouvées pas forcément très bien gérées, des personnages que j'ai vraiment pas aimés. Et du coup ça fait que je lui ai mis la note de 3 sur 5, donc c'est un livre plutôt pas mal mais que je ne vais pas garder en mémoire très longtemps. Ensuite j'ai lu Le Mal par le Mal, le tome 1 de l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel qui a été publié chez Gulfstream. Si vous avez vu mon résumé de mon Pumpkin Autumn Challenge, je pense que vous savez l'avis que j'ai sur ce livre. Je vais commencer comme d'habitude par un bref résumé qui va être très bref parce que le livre fait 100 pages, donc voilà. Et on va suivre 3 adolescents qui se retrouvent poursuivis par des créatures qui viennent de l'univers de Lovecraft. En gros, voilà, ça peut se résumer à ça. Et du coup, je n'ai pas du tout aimé ce livre pour plein de raisons. J'ai vraiment eu énormément de mal. Il aurait été plus long, je n'aurais pas fini. Là, il fait 176 pages et j'ai déjà eu l'impression de devoir m'accrocher. On va commencer avec l'histoire qui est classico-classique de chez classico-classique. On est sur des adolescents qui ont des pouvoirs incroyables et qui vont se retrouver pourchassés par un complot mondial et qui vont devoir s'échapper avec des courses-poursuites parce que des gens veulent leur faire des expériences et tout ça. On a déjà vu ça des dizaines de fois, on connaît. Voilà, donc déjà la première chose c'est un manque d'originalité dans l'histoire de base et dans la façon dont ça se déroule. Enfin j'ai déjà lu cette histoire plein de fois et même si c'est un texte jeunesse, ça reste un texte pour les adolescents, donc voilà, ça reste difficile à excuser. Autant pour des petits genre primaires, début de collège, on peut excuser des schémas narratifs classico-classiques et très standardisés, autant à partir de cet âge là j'ai un petit peu plus de mal. Et ensuite donc ils vont être recueillis par l'agence Lovecraft. Je suis même pas sûre qu'on puisse considérer ça comme un spoil, qui va décider de les embaucher un petit peu parce que ce sont les Chosen One, encore une fois. Enfin, on est dans une myriade de clichés. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas en mettre plus, mais on arrive toujours à faire mieux. Ce sont les Chosen One, et donc ils vont être employés par l'agence Lovecraft, donc qui lutte contre les forces obscures qui sont partout sur la planète. Donc c'est une agence mondiale, encore une fois, qui va du coup se servir et employer des adolescents de 13 ans. Non, mais personne ne fait ça. Personne. C'est stupide un adolescent de 13 ans. C'est stupide. Ça prend des décisions nulles. La preuve, toute la deuxième partie du livre est due à une décision stupide qu'a pris un des protagonistes parce que il a 13 ans et qu'on le laisse faire ce qu'il veut.
Il ne faut pas faire ça. Et personne, aucune organisation de quoi que ce soit ne ferait ça. Enfin, c'est pas du tout plausible. C'est un de mes gros griefs, encore une fois. J'ai beaucoup de griefs personnels, vous l'avez remarqué. Mais dans mes griefs personnels, il y a le fait de donner des responsabilités à des ados qui n'ont absolument pas les épaules pour les assumer. Et ça, typiquement, c'est The 100, la série, mais jamais personne ne fait ça. Vous mettez pas des adolescents détenus pour avoir des données sur une planète et pour pouvoir voir si on peut de nouveau y habiter. Évidemment que ça va pas bien se passer. Évidemment. Et je pense pas être la seule à être au courant que ça va pas bien se passer si on utilise uniquement des ados livrés à eux-mêmes. Enfin bref. Ce n'est pas une vidéo sur The 100, mais c'est un peu le genre d'idée qu'on voit là. Mais le truc qui m'a vraiment fait rager, donc plus que tout le reste, c'est le sexisme dans ce livre. J'avais déjà eu le souci avec d'autres romans de l'auteur. C'était Louis Le Gallou, pour celles et ceux qui connaissent. Et dans Louis Le Gallou, on est dans un univers médiéval, donc encore dans le sexisme. Ok, c'était à l'époque, c'était comme ça, les gens parlaient comme ça, bon soit. Là, on est à l'époque actuelle quand même. Et le narrateur, à la troisième personne, n'a pas non plus à être très sexiste, puisque c'est objectif. Plus ou moins. C'est un point de vue interne à la troisième personne, mais ce ne sont pas directement les pensées du personnage. Et du coup, là, le narrateur est très sexiste, puisque l'objectification des femmes y est constante. Alors, il y a des femmes en position de pouvoir. Il y a notamment la responsable de l'agence Lovecraft qu'on rencontre, qui est une femme. Donc ça, très bien. Sauf qu'en fait, même elle n'est caractérisée que par son attrait pour les hommes, que par le fait qu'elle soit ou non séduisante. Une des protagonistes, donc il y a 3 protagonistes, et notamment une jeune fille, qui s'appelle Marie. Et en fait, la seule caractéristique quasiment qu'elle a, c'est son visage d'ange, et c'est le fait qu'il y en a un autre qui la trouve belle. Il n'y a jamais ça pour les hommes. Je vais essayer de vous donner des exemples de citations qui m'ont vraiment choquée. Lisez-le si vous ne me croyez pas, mais je vous assure que ce genre de propos ne sont pas tenus pour les hommes décrits de la même façon et que les hommes sont décrits avec des termes beaucoup plus objectifs. Si vous pensez que je suis de mauvaise foi, n'hésitez pas à aller lire ce livre pour vous vérifier et vous faire votre propre idée également. Mais par exemple pour les descriptions des hommes, on a la silhouette héroïque du docteur, blond lui aussi, se tenait un garçon athlétique qui semblait typé des pays de l'Est. Ou encore, c'était un colosse, il mesurait plus de 2 mètres de haut, son visage puissant tout en angle et en méplat, comme sculpté dans le métal, dégageait une force irrésistible, et son regard, clair et pénétrant, était de ceux qu'on ne pouvait soutenir. Une autre, le psychologue avait un visage mou, indécis. Un peu moins valorisante, mais voilà, soit. Et maintenant, pour la description des femmes, murmura Cornaline, dont le beau visage, volontaire, exprimait à présent la pitié. Ou encore, répondit la jeune hindoue de sa voix charmante, mais aussi, vit Marie, nue comme au jour de sa naissance, apparition blanche, au panacho d'or, telle une fée égarée en enfer. Et quand quelqu'un est décrit de façon globale, on a son regard découvrit une fine silhouette en tenue sombre et moulante qui ne laissait place à aucun doute. Une fille de son âge. Ensuite, une femme en tailleur élégant en sortit à son tour. Ses cheveux bruns étaient attachés dans un chignon strict. Ses traits étaient séduisants mais durs. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre? Évidemment, ce livre s'est vu attribuer la note de 1 étoile sur 5. Avant de rager plus longtemps, je vais passer au prochain. Je passe donc à la meilleure lecture de ce mois-ci. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco qui est publié chez l'École des loisirs. Il s'agit d'une réécriture de La princesse au petit pois. Nous sommes dans une contrée à l'époque post-médiévale en gros, et un jeune homme de bonne fortune cherche une dame pour se marier. Et donc, évidemment, toutes les jeunes filles vont vouloir se marier avec cet homme qu'elles n'ont pourtant jamais vu parce qu'il a des sous. Classique. Ce jeune homme propose une épreuve et toutes les jeunes filles qui veulent prétendre à sa main devront venir dormir une nuit dans son manoir. Personne ne sait ce qui s'y passe. Et donc on va suivre un ensemble de 3 sœurs qui vont aller passer cette épreuve. Et donc on va voir un petit peu de quoi il retourne, suivre tous les mystères qui vont s'enchevêtrer les uns avec les autres et essayer de comprendre tout ce qui se passe.
Comme j'ai dit, donc c'est ma lecture vraiment préférée de ce mois-ci et c'était tellement bien. Quand je vous parlais du coup d'univers fantasmagorique, onirique, un petit peu horrifique, c'est ce genre d'univers dont je veux parler. Je ne veux pas spoiler parce que les choses se révèlent petit à petit, mais en fait on a vraiment une tension grandissante tout au long du livre avec des éléments de plus en plus glauques qui distordent de plus en plus la réalité pour venir l'altérer de façon tellement minime au début. Il y a juste quelques petites interrogations qui viennent par-ci par-là, puis qui augmentent au fil du texte avant qu'on comprenne à la fin et qu'il y ait tout le dénouement. Mais ouais, c'est vraiment un univers glauque et assez creepy qui grandit petit à petit et qui s'impose à nous. Avec toujours des moments réconfortants, mais c'est vraiment ça que j'entends par un univers fantastico-onirique et fantasmagorique, et c'est vraiment ce genre de choses. Et vraiment ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, et quelque chose qui est hyper marquant dans ce texte, c'est évidemment la plume de Flor Vesco, qui est unique, vraiment, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Ça se prête à merveille à cet univers, à ce côté fantasmagorique, à cette réalité qui se distord. On a des choses étranges qui passent dans les mots, des impressions, des sensations très fugaces qui vont passer uniquement par les phrases et qui vont venir et qui vont repartir aussi vite qu'elles ont été dites. Il y a énormément de choses en sous-texte, dans le deuxième sens des mots. Il y a vraiment un jeu avec la langue française qui est absolument incroyable, que j'adore et que j'admire énormément. La progression dramatique est là et on a envie de continuer la lecture. On est intrigué par ces mystères, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, pourquoi est-ce qu'il y a cette épreuve, en quoi elle consiste et pourquoi elle est là. On a envie de comprendre toujours plus. Et je trouve que c'est vraiment une des réécritures de contes les plus originales que j'ai vues. Enfin, globalement, tout est original. Le conte qui a été choisi, la plume, le côté très fantasmagorique, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui changent de d'habitude et du coup ça en fait une des réécritures de contes les plus originales que j'ai lues. Je veux pas trop vous parler des personnages parce que pour moi c'est un côté un petit peu spoilant, je préfère vous laisser les découvrir par vous-même, mais les personnages sont également très intéressants, très bien développés et il y a tout un message féministe très intéressant également dans ce livre sur l'acceptation de soi, sur l'indépendance de la pensée notamment et sur le fait d'exprimer ses pensées. Et ce qui à l'époque, pour une femme notamment, n'était pas forcément évident, ni pour les hommes, hein, mais encore plus pour les femmes. Et il y a également, et ce que je trouve très très bien, il y a également la mention de masturbation féminine. Alors oui, c'est un texte jeunesse, ça n'est pas dit de façon crue ou évidente, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe très bien en sous-texte, c'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre si on n'a pas l'âge nécessaire pour comprendre, mais lorsqu'on sait de quoi il retourne, c'est évident. Et je trouve ça très bien parce que je crois que je n'ai jamais lu un livre où c'est mentionné. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et vraiment, j'ai adoré ce côté-là. Très innovant, mais pour tellement de choses. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est novateur pour tellement de choses. Et vraiment, rien que pour ça, lisez ce livre parce que j'ai vraiment énormément aimé. Il est tout court en plus, il fait 200 pages, il se lit d'une traite. Vraiment, franchement, lisez ce livre parce que vraiment, c'était incroyable. Et enfin, le dernier livre de ce mois, vous le savez, il s'agit du livre Explora-Livre du mois de novembre, pour lequel nous avons fait un live avec Plop hier, lorsque vous verrez cette vidéo. Pour moi, c'est ce soir, donc je me prépare un petit peu. Il s'agit du Sang de la Cité de Guillaume Chamanadjian. C'est le premier tome de Capitale du Sud, qui est paru chez les Forges de Vulcain. J'ai adoré, Pénélope aussi. Et pour tout vous dire, la fin nous a un petit peu perturbés. Il se passe quand même pas mal de choses à la fin. Et du coup, on a décidé de mettre le tome 2 dans le Explora-Livre de décembre. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le livre, moi non plus. Il faut vraiment que je me le procure. Pour faire un résumé, on va suivre le personnage de Nox, qui est un commis d'épicerie, mais qui est également très connu de par son passé puisqu'il fait partie de contes sur le duc de la Cacouanne qui l'a un petit peu recueilli lorsqu'il était enfant avec sa sœur jumelle. Et donc il est affilié à ce duc depuis. On va commencer l'histoire au moment où ce duc souhaite construire un canal entre le nord et le sud de la cité. Et cela va déclencher énormément d'intrigues politiques et de désaccords au sein de la cité qui vont venir influencer la vie de Nox. Il s'agit d'un livre de fantasy adulte qui est assez lent. C'est pas lent dans le sens on s'ennuie, non, c'est vraiment ça pose les choses, ça prend le temps
de poser les personnages, de les présenter, de nous les faire apprécier, qu'on les comprenne également. Ça prend son temps pour faire ça, ça pose extrêmement bien les enjeux, chaque enjeu est bien mis en évidence et en fait tout va s'imbriquer à la fin. Il y a certaines choses où on va suivre un petit peu la vie de Nox, on a l'impression qu'au début on passe par certains chemins, par certaines choses qu'on comprend pas forcément et tout prend sens à la fin, tout s'imbrique un petit peu à la fin. C'est un livre qui sait prendre son temps, qui sait se poser quand il faut, tout en faisant monter la tension et on a vraiment une gradation de la tension et du suspense qui est assez forte je trouve et qui était très bien faite, c'est-à-dire qu'au début on est là posé, tranquille et assez vite finalement il va y avoir des petites choses et on n'a pas comme parfois où il se passe rien, entre guillemets il se passe rien et d'un coup il se passe là un truc et après voilà c'est fini. Là on a vraiment une progression qui se fait comme ça jusqu'à la fin où ça dépasse tout entendement. J'ai trouvé ça très bien fait et au niveau de la tension ce qui est le plus marqué c'est, vous l'avez peut-être compris avec le résumé, des histoires d'intrigue politique avant tout. Il ne s'agit pas d'un univers où la magie est au premier plan. Il y a quelques parties fantasy magique pure, mais c'est assez au second plan. On est vraiment sur une fantasy politique et j'adore ça. Personnellement, quand c'est bien fait, la fantasy politique, c'est ma came à 200%. Donc là, pas de souci. Et parfois j'aime bien en fait que les éléments de fantasy soient assez marginaux et finalement ils sont jamais vraiment expliqués, ils sont là et c'est à nous de les prendre en chemin quoi. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans certains récits de fantasy, notamment dans la fantasy adulte, c'est l'absence d'infodump sur un world building qui est très bien fait. Je m'explique. Des fois on a un world building qui est riche et les 100 premières pages c'est tiens je te donne l'encyclopédie, le truc Wikipédia, la caricature extrême. Mais là c'est pas du tout le cas. Le world building est hyper intéressant mais il est parsemé ça et là par de petites touches qui fait qu'on n'en sait rien de cet univers mais c'est assez bien dosé pour que ce soit jamais frustrant et que ce soit toujours cool, qu'on ait toujours envie d'en comprendre un peu plus et à un moment on va avoir une révélation, on va dire ouais mais ça existait dans ce monde là mais j'étais pas au courant et c'est un peu l'émerveillement à chaque fois et c'est un peu la découverte à chaque fois, ce genre de choses où on doit prendre les informations nous-mêmes où rien n'est expliqué parce que rien n'est expliqué, ça passe ou ça casse. Si c'est bien fait ça passe tellement bien et là c'est ça. Là c'est vraiment tellement bien fait, on a toutes les infos quand on doit les avoir, enfin voilà, c'est vraiment parfait. Dans la structure avec laquelle le livre est fait, c'est vraiment parfait. On sait un petit peu quel duché est où, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Le duc d'un tel, on le connaît pas vraiment, on sait pas ses enjeux, on sait pas ce qu'il veut, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des choses très en arrière-plan en fait. En plus ça c'est aidé par le fait que le personnage de Nox, donc c'est un récit qui est écrit à la première personne, ce qui est assez atypique pour de la fantasy adulte honnêtement. Et des fois ça peut me déranger un petit peu, mais là pas du tout. Je trouve que ça servait énormément le récit et que c'était là pour une raison. Puisque Nox est un personnage très intéressant et qui nous permet également d'avoir cette absence de world building mais en même temps les informations dont on a besoin puisque il connaît pas vraiment très bien le monde dans lequel il vit, notamment le monde politique dans lequel il vit. C'est un commis d'épicerie donc il connaît extrêmement bien la ville, il connaît tous ses recoins, tous les gens qui y vivent, tous les commerces, tous les restaurants, etc. Ça il connaît tout. Par contre la politique c'est un peu plus nouveau pour lui et du coup toutes ces interrogations, toutes ces questions vont venir nous offrir des réponses. Et j'ai trouvé ce personnage très intéressant parce qu'il est pas stupide, c'est juste que c'est nouveau pour lui et du coup on a en même temps ce côté un personnage qui est nouveau dans un univers pour nous offrir les réponses mais pas un personnage trop stupide et qui est totalement déconnecté de l'univers. Et ça pareil c'est assez difficile à trouver comme entre deux et je trouve que Guillaume Chamanadian l'a très bien fait. Donc bravo. Et le personnage de Nox est aussi hyper cool parce qu'il est vraiment gentil, enfin c'est vraiment un personnage, c'est un peu bizarre de dire ça pour un truc de politique mais c'est vraiment un personnage qui est fondamentalement gentil et qui veut faire le bien autour de lui je pense. Et ça j'ai trouvé ça hyper doux, hyper agréable à suivre, surtout encore une fois dans ce genre de récit politique. Je trouve que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est pas retors, qui est assez honnête avec lui-même et avec ceux qui l'entourent et donc ça j'ai trouvé ça hyper cool. Et tous les autres personnages sont très bien définis, même les personnages secondaires qu'on voit pas longtemps, ils sont très bien caractérisés, j'ai trouvé qu'ils étaient tous assez uniques et on se souvient d'un peu tous les personnages
pour moi c'est difficile. Même si je me souviens pas des noms, c'est pas grave. Je me souviens d'à peu près tous les personnages. Il y a une artiste, il y a la maîtresse d'armes, il y a le duc évidemment, il y a le meilleur ami de Nox, enfin celui qui va devenir le meilleur ami. Il y a un personnage qui est un joueur de l'équivalent d'échecs, de ce qui s'appelle la tour de garde, qui disparaît mais presque au début du livre et qui n'a aucune incidence sur la suite, qui est juste là pour nous aider à présenter Nox et dont on se souvient quand même parce que il est bien caractérisé, parce qu'il est mémorable, et donc tous ces personnages là ça fait en fait une chorale mais qui gravite autour de Nox et qui est hyper bien faite. Et vraiment chacun est unique, et comme encore une fois je vous dis, moi je me souviens d'aucun personnage. Par exemple dans l'agence Lovecraft je me souviens d'aucun personnage, aucun ne m'est resté en mémoire. Certes le livre est plus court, mais quand même quoi, là je me souviens de tous les personnages secondaires quoi. Alors que dans l'agence Lovecraft je me souviens même pas des protagonistes. Encore une fois ça c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à faire, qui sont très bien faites. Et un des personnages principaux du livre, c'est évidemment la cité, puisque tout tourne autour de cette ville, autour de cette cité, qui est le centre même de l'existence de tous les personnages, de Nox évidemment, mais le centre de l'existence de ce canal, des duchés, de tous les complots politiques, et de toutes les guéguerres entre les ducs. Et donc c'est vraiment un personnage à part entière, et je trouve qu'elle a vraiment une vie, elle est vivante, elle pulse quoi. Et il y a tout un côté autour de ça. Je ne vais rien dire de plus parce que je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais il y a toute une intrigue autour de la cité, autour de ça, qui est hyper intéressante. En gros, il y a énormément de points positifs et j'ai pas vraiment de points négatifs à donner, hormis le fait que ce soit un petit peu lent au début, mais encore une fois ça se lit hyper facilement, l'écriture est très fluide, très agréable, donc même si c'est un petit peu lent et que ça prend le temps, ça m'a pas semblé insurmontable, ça m'a pas semblé s'étaler en longueur pendant 10 000 ans, non ça va, enfin franchement c'est plus ça pose les choses pour qu'on comprenne bien les enjeux, très bien fait encore une fois, et vraiment j'ai pas vraiment de points négatifs à donner, j'ai adoré, c'était hyper bien. C'était pas un coup de cœur, mais encore une fois les coups de cœur c'est purement un ressenti personnel, mais vraiment c'était hyper qualitatif. Et du coup je lui ai mis évidemment la note de 4 sur 5. Bon, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour les 4 livres donc, que j'ai lus ce mois-ci pour le Cocorico Challenge. Donc ce sont les livres francophones évidemment que j'ai lus. Et dans ma deuxième partie de mes dernières lectures, qui sortira dans quelques jours, je vous parlerai des lectures anglophones que j'ai lues, en espérant que ce soit peut-être un petit peu moins long. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, et si vous voulez savoir un petit peu le reste de mon avis sur les lectures de novembre. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.